Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique, du droit et rien que du droit. Au programme de ce numéro, on va parler de l'influence des grandes affaires criminelles sur le droit. Ce sera dans quelques instants avec Basile Ader, avocat associé chez Auguste de Bouzy. On parlera ensuite des risques juridiques d'un incendie en entreprise avec Romain Bruyard, avocat associé chez PHPG Avocat. Et enfin, on parlera des pièges fiscaux à éviter quand on se développe à l'international avec Shainez Medebert, avocate associée chez Inextinso Avocat. Voilà pour les titres. Lex Insight, c'est parti. On commence tout de suite ce Lex Inside et on va parler de l'ouvrage collectif L'influence des grandes affaires criminelles sur le droit, un ouvrage édité chez Dalloz. Et j'ai le plaisir de recevoir pour en parler l'un des co-auteurs, Basile Ader, associé au sein du cabinet Auguste de Bouzy. Basile Ader, bonjour. Bonjour. Les grandes affaires criminelles ont souvent joué un rôle de catalyseur dans l'évolution du droit pénal et de la procédure pénale. On va voir ensemble comment ces grandes affaires criminelles ont façonné l'évolution du droit pénal et de la procédure pénale. Pouvez-vous nous parler de ces grandes tendances, de cette évolution ? Ah bien, depuis qu'on fait des droits sur un mode républicain, évidemment que les grandes affaires criminelles sont des révélateurs. De ce que la réponse pénale qu'il faut apporter à certaines déviances, à certains crimes, etc. Et puis, dans leur déroulement, nécessairement, elles sont aussi des révélateurs des dysfonctionnements de la procédure. Parce que ces grandes affaires attirent beaucoup de curiosité publique, et elles sont une espèce de vitrine de la justice. Et ce faisant, le législateur ne peut pas se désintéresser de savoir comment ça se passe, si on le juge bien, si on juge vite, si on juge équitablement. Et c'est comme ça qu'on voit ponctuellement, depuis plus de 2 siècles, les grandes affaires bouleverser la législation pénale, surtout sur le terrain de la procédure. Alors évoquons ces grandes affaires. Pouvez-vous nous citer quelques affaires emblématiques ? Il y a les deux auxquels on pense le plus naturellement, ce sont les deux des années 70 qui ont provoqué des lois fondamentales dans notre histoire républicaine. Le procès de Bobigny, à Bobigny, où Gisèle Halimi a renversé l'accusation en faisant venir des témoins qui ne connaissaient rien de l'affaire autre que ce qu'on en avait dit dans la presse, mais qui venaient dire combien cette loi était injuste, combien elle était contraire à la condition féminine. Et ça a provoqué la loi de 75, la loi Veil, 3 ans après. Et on a revu à peu près la même chose avec le procès de Patrick Henry, que tout indiquait, parce que c'était la tendance et que le président de la République ne graciait plus très, très épisodiquement les grands criminels, que Patrick Henry était promis à la guillotine. Et Robert Badinter et le bâtonnier Boquillon, qui avait assumé localement la défense depuis le départ avec beaucoup de courage, ont repris un peu le même système de mise en accusation de la loi, et un procès va naturellement dans le sens de l'accusation. On le sait quand on est en défense, tout nous accable, on remonte un courant. Et donc d'avoir trouvé le système qui consiste à accuser à son tour sur le banc de la défense, renversait en quelque sorte le sens naturel du procès. Et il a fait venir des témoins qui sont venus dire tout ce qu'il fallait penser de la peine de mort. Il a obtenu qu'il ne soit pas condamné à mort, et c'est sans doute ce qu'il fit à ce jour-là, en sauvant la tête de Patrick Henry, qui l'a amené à être le ministre de la Justice, le garde des Sceaux de François Mitterrand, qui a aboli symboliquement la peine de mort 3 ans plus tard, là aussi. Alors souvent, ces grandes affaires, elles marquent l'opinion et souvent le politique, il est tenté de réagir par une loi pour justement marquer son action politique. Quel est le rôle du pouvoir politique dans la réponse législative aux grandes affaires criminelles ? Oui, alors moi j'aime beaucoup cette phrase de Montesquieu, il ne faut toucher aux lois d'une main tremblante, parce que une loi, c'est non seulement un consensus politique à un moment T, mais c'est surtout une règle qui va se polir avec les ans, avec la jurisprudence, avec l'usage qu'on va en faire, avec l'interprétation qu'on va en faire. Et donc, plus une loi avance dans le temps, meilleure elle est.
vouloir en changer toutes les 5 minutes, c'est une aberration. Et alors, je ne suis pas le premier à le dénoncer. Dès qu'il y a un fait divers qui émeut l'opinion, on considère que si le fait divers est arrivé, c'est parce qu'il n'y avait pas une loi, ce qui le plus souvent est inexact. Et donc le législateur se sent obligé, pour calmer l'opinion, mais ce sont des faits de communication essentiellement, de dire ah ben, rassurez-vous, désormais ça n'arrivera plus parce qu'on va faire une loi qui, alors que la loi existe et tout. Donc ça, c'est un peu le côté pervers du système. Effectivement, les affaires font avancer les lois à cet égard, mais ce ne sont pas les bonnes lois auxquelles je pensais. Ça va pas forcément dans le bon sens. Non. Et quel est le rôle, justement, on évoque cette pression médiatique de l'opinion publique, quel est le rôle de l'opinion dans l'évolution du droit? Alors là, vous touchez à quelque chose d'encore plus, parce que c'est un triptyque, si vous voulez. Il y a Bien la sûr. justice, il y a l'opinion, il y a le parlementaire. Euh, Bien sûr que la justice, elles se doivent l'une à l'autre, la justice et l'opinion. C'est-à-dire que la justice, rendue au nom de tous, doit être en accord avec l'opinion, fondamentalement. Parce que sinon, elle ne représente pas... Elle applique les lois, bien entendu. Mais elle ne peut pas être insensible à l'opinion. Mais il faut qu'elle s'en défende. Parce qu'une opinion trop marquée sur la culpabilité de quelqu'un, ou l'innocence. On l'a vu dans des affaires où l'opinion a tellement que les juges se sentaient dans l'interdiction de condamner, alors même qu'il y avait tous les éléments de condamnation. Donc c'est un jeu où elles se doivent l'une à l'autre, mais elles doivent se protéger. En tout cas, on doit protéger la justice de l'opinion. Alors, on va s'intéresser à un autre sujet. Vous avez rédigé la partie sur l'interdiction des salles d'audience aux photographes et aux caméramans dans l'ouvrage. Pouvez-vous revenir sur les grandes évolutions? En fait, c'était libre pendant très longtemps. C'est grâce à ça qu'on a des images d'audience fixes le plus souvent, parce que c'est d'abord les photographes qui sont arrivés depuis le procès du maréchal Bazaine après la défaite de Sedan, le deuxième procès devant le conseil de guerre à Rennes d'Alfred Dreyfus, et puis toutes les grandes affaires dont on a des photos. J'ai fait un livre à cette occasion avec le musée du barreau de Paris. Mais puis sont venues les caméras, hein, les caméras de film. D'ailleurs, c'était des actualités cinématographiques qui rapportaient régulièrement des extraits d'audience dans les affaires qui intéressaient l'opinion. Tous les procès de l'épuration, on les a en film grâce à ça, le procès Pétain, le procès Laval, etc., les photos du procès Brasillac. Et puis, les caméras ont pris tellement de place, les flashs ont tellement perturbé 2 audiences particulièrement, celle de Marie Bénard à Poitiers et surtout celle de Dominici dans la cour d'assises de Digne, qui est une toute petite salle, que le législateur a dit ça suffit, la justice ne peut pas être bien rendue, et a donné une interdiction formelle en 1954. Sur laquelle on est revenu, je vais rapidement donner les étapes, puisque c'est ça votre question. Donc il y avait une interdiction du jour au lendemain, alors tout était permis, tout était interdit, caméra comme photographe, dans les salles d'audience. Et on est revenu dessus avec une loi Badinter, qui, au moment où on a arrêté Barbie, a trouvé que c'était se priver d'un document historique fondamental que de pouvoir filmer le procès qui allait se tenir à Lyon. L'idée, c'est d'avoir des archives. Des archives. Donc, c'est une loi, d'ailleurs, des archives de la justice, qui s'intitule comme telle, qui a autorisé, avec des conditions très strictes de prise de vue, en 1985, les procès qui avaient valeur historique. On ne pouvait consulter que 50 ans après, sauf autorisation du garde des Sceaux, etc. Comme ça qu'on a une dizaine de procès, essentiellement d'ailleurs les procès de la deuxième épuration, Papon, Touvier et Barbie, des procès de terrorisme, certains grands procès. Et après, il y a la loi Dupond-Moretti, Et c'est puis ça? alors, il y a eu une commission, la communauté Linden avait recommandé avec beaucoup un cahier des charges très particulier sur les prises de vue, le non-montage, le respect des anonymats, etc. Et puis ça n'a rien donné. Et c'est donc la loi de 2021, qui est la loi, ce qu'on appelle Dupond-Moretti, qui a réouvert, mais très timidement, puisque c'est simplement
là aussi avec beaucoup de conditions, d'octroi d'autorisation, Avec dans le but d'un intérêt pédagogique, c'est d'un ça? intérêt pédagogique. Donc aujourd'hui, vous avez toujours une interdiction avec deux exceptions, l'exception historique et l'exception pédagogique. On va conclure là-dessus. Merci Basile Ader d'être venu sur notre plateau. Merci Je à rappelle vous. que vous êtes avocat associé au sein d'Auguste de Bouzy. On poursuit tout de suite l'émission et on va parler d'un autre sujet, des risques juridiques liés aux incendies. Quels sont les risques juridiques liés aux incendies en entreprise? On en parle tout de suite avec mon invité, Romain Bruyard, associé chez PHPG Avocat. Romain Bruyard, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Nous allons nous intéresser notamment à l'étendue de la responsabilité quand il y a un incendie en entreprise. Mais tout d'abord, quelles sont les étapes clés pour une entreprise dans l'évaluation des dommages suite à un incendie en entreprise? Alors, la première chose, oui, le mieux déjà, c'est qu'il n'y ait pas d'incendie. Bien sûr. Ou à tout le moins d'en limiter les conséquences. Et ça passe notamment par le respect d'un certain nombre de textes réglementaires en matière de, par exemple, de coactivité, donc de plan de prévention, de plan feu quand vous allez travailler par point chaud. Et plus généralement, en fait, il vaut mieux mettre en place dans les entreprises une analyse de risque pour permettre d'éviter une aggravation des incendies. Je pense notamment à un dossier où vous avez eu un feu d'origine électrique et les salariés étaient un peu perdus pour savoir quoi faire avec cet incendie. Et donc, ça a considérablement ralenti l'extinction et la prévention de cet incendie qui était dans l'entreprise. Donc au départ, il faut faire beaucoup de prévention. Il y a des responsables incendies, c'est ça? C'est ça, avec un certain nombre de textes qui vous obligent à identifier les risques qui sont dans votre entreprise pour les prévenir et faire en sorte que l'incendie ne survienne pas, ou s'il survient, d'en limiter les conséquences. Et après, pour répondre plus précisément à votre question sur l'évaluation des dommages, au final, ça suit un processus relativement classique qu'on peut voir comme dans d'autres sinistres comme des dégâts des eaux, avec une déclaration à son assureur. On va mandater un expert qui va ensuite évaluer les dommages, et s'il y a un accord sur l'indemnité, il y aura un paiement qui sera effectué par l'assureur à l'entreprise victime de l'incendie. Alors l'incendie a eu lieu, on a vu la question de l'évaluation du préjudice, et l'entreprise évidemment elle veut faire vite, réparer la pièce endommagée, voire la totalité de l'entreprise. Comment doit-elle s'y prendre pour être indemnisée rapidement? Ouais, pour que ça soit rapide, déjà il ne faut pas qu'il y ait de problème assurantiel. Donc pas de problème assurantiel, il faut que le contrat d'assurance soit bien calibré pour qu'ensuite il y ait un paiement rapide. Bien calibré, c'est de dire que est-ce que les déclarations que vous avez faites à votre assureur au moment de la souscription correspondent au risque réel. Donc en termes de valeur des biens dans l'entreprise, le nombre de sites déclarés, il faut que ça corresponde à la réalité. Et si ce n'est pas le cas, il peut y avoir des réductions proportionnelles, voire la nullité du contrat, ce qui crée des discussions et donc ralentit l'indemnisation. Pareil, souvent dans les contrats d'assurance, vous avez des conditions de garantie, c'est-à-dire qu'il faut remplir un certain nombre d'exigences pour que la garantie puisse s'appliquer. Par exemple, en matière de panneaux photovoltaïques en extérieur, il y a des obligations de débroussaillage annuel qui doivent être respectées pour que l'indemnité soit versée, que le contrat donc s'applique. Et pareil, il faut qu'il y ait faire en sorte qu'il n'y ait pas d'exclusion de garantie qui puisse vous priver de votre indemnité. Je pense notamment à une décision récente où vous aviez une société qui fabriquait des feux d'artifice, il y avait une clause d'exclusion dans sa police qui excluait tout ce qui était explosion provenant d'explosifs, ce qui vidait la garantie de sa substance. La Cour de cassation a censuré une telle exclusion, mais il y a eu 10 ans, 15 ans de contentieux, et donc ça a considérablement ralenti l'indemnisation. Et si votre contrat d'assurance est d'équerre, pour accélérer le processus, il suffit d'avoir une déclaration de sinistre qui soit faite rapidement, un assureur diligent, et tous les justificatifs que vous avez gardés dans une comptabilité pour justifier des dommages allégués. Et ça veut dire qu'en amont, au moment de la souscription du contrat, il faut faire attention aux garanties qui sont associées. Tout à fait. D'où le rôle d'un courtier ou de votre agent général qui va aider l'entreprise à bien identifier les risques qui existent au sein des locaux pour ensuite souscrire une garantie qui soit adéquate. Quels sont les principaux points d'attention sur justement les garanties dans les contrats à surveiller? Les principaux points d'attention tiennent notamment à la valeur des biens, à l'activité, parce que l'activité peut changer en fait. Au gré de l'évolution d'une société, vous allez
acheter d'autres entreprises, vous allez développer d'autres activités et vous ne pensez pas toujours à le déclarer à votre assureur pour qu'il puisse lui garantir ces nouvelles activités que vous développez. On va s'intéresser maintenant à l'étendue de la responsabilité de l'entreprise en cas d'incendie. Quels sont les facteurs qui déterminent la responsabilité de l'entreprise? Au cabinet, on est souvent en fait interrogé par les assureurs dommages, donc qui vont indemniser l'entreprise victime d'incendie ou directement par l'entreprise sur le recours à exercer et donc la responsabilité et donc arriver à identifier un potentiel responsable. Et en fait, un des points centraux en matière d'incendie, c'est la distinction cause-origine. En fait, l'origine, c'est arriver à localiser le point de départ de l'incendie et la cause, c'est pourquoi ça a pris feu. Je reprends l'exemple des panneaux photovoltaïques. L'origine, ça veut dire qu'on va pointer le départ de l'incendie qui est né dans un onduleur. Et la cause, c'est parce que la société qui a posé l'onduleur n'a pas respecté les préconisations du fabricant. Et donc, pour arriver à engager la responsabilité d'une société, il faut le plus souvent connaître la cause, ce qui est le plus difficile à caractériser. Et donc, c'est aussi le rôle des avocats de jouer un peu avec toutes les règles du droit pour trouver des fondements juridiques qui créent des présomptions de responsabilité. Je pense à la responsabilité décennale des constructeurs ou en matière de bail, la présomption de responsabilité du locataire en cas d'incendie, pour faire échec à une impossibilité de déterminer la cause et quand même pouvoir avoir un recours contre le responsable. Quelles sont les tendances de la jurisprudence sur cette question? En matière de présomption de responsabilité, que ce soit... ça diffère considérablement en fonction des fondements juridiques, mais en matière décennale, la jurisprudence est plutôt constante. Vous pouvez agir contre votre constructeur donc, dans un délai de 10 ans à compter de la réception des travaux, quand bien même la cause sera inconnue, dès lors qu'il y a un lien causal entre les travaux qui ont été réalisés et le point de départ de l'incendie. Est-ce que vous avez des conseils pour les entreprises qui nous regardent pour justement anticiper des risques d'incendie? Alors, ça revient à ce qu'on disait au début en matière de respect de la coactivité, des plans de prévention. En termes de statistiques, il y a quand même beaucoup d'incendies qui ont des origines électriques. Et donc, c'est bien vérifier et bien faire tout ce qui est maintenance électrique, ce qui n'est pas toujours fait dans les entreprises. Un mot aussi sur le rôle des assureurs. Comment ça se passe? Les assureurs ont un rôle central en matière d'indemnisation parce qu'à la fois, vous le retrouvez aux côtés de la victime pour l'indemniser, c'est ce qu'on appelle un assureur dommage, et vous le retrouvez à côté des responsables, ça va être l'assureur soit décennal pour les constructeurs, ou soit une assurance responsabilité civile professionnelle qui va venir aux côtés de l'entreprise responsable pour prendre en charge le sinistre, ou à tout le moins la plus grande partie. Alors aujourd'hui, comment les entreprises gèrent les sinistres en général, au-delà des incendies? Alors, la gestion de sinistre passe notamment par leur assureur qui va missionner un avocat, un expert. Et le plus souvent, en fait, vous avez des expertises judiciaires parce que vous avez un dossier qui est à la frontière entre le juridique et la technique. Le juge, quand il est saisi d'un dossier, n'est pas en mesure de déterminer la cause d'un incendie ou plus généralement, en fait, la cause d'un désordre, d'un dommage. Et donc, il va confier le dossier à un expert judiciaire dont le rôle sera de rendre un rapport déterminant l'origine, la cause du dommage subi par la victime, à charge ensuite pour les parties d'agir contre le responsable qui aura été identifié dans le rapport. Et les expertises, ça peut durer longtemps? Très longtemps, mais on a quand même plutôt une tendance à limiter la durée. On a eu des expertises qui duraient une dizaine d'années, sachant que plutôt la moyenne, c'est plutôt entre 2 et 5 ans. D'accord. Donc attention quand même, c'est des procédures qui sont longues et être bien entouré évidemment d'avocats experts sur ces questions. Voilà. Et c'est vrai que souvent les victimes d'incendie sont tiraillées en fait entre deux choses, entre, comme vous l'avez dit en introduction, entre le besoin de redémarrer rapidement et la nécessité, notamment pour l'assureur qui veut exercer un recours, la nécessité de trouver un responsable. Et pour trouver un responsable, il faut faire des investigations, parfois recourir à une expertise judiciaire, et ça prend du temps, et ce qui empêche un redémarrage rapide. Mais les victimes ont quand même intérêt à agir et à trouver un responsable quand c'est possible, parce que ça leur permet de se faire indemniser des éventuelles découvertes de garantie en termes de franchise, plafond ou de postes non indemnisés. On va conclure là-dessus. Merci Romain Brouillard. Je rappelle Merci. que vous êtes avocat associé au sein du cabinet PHPG Avocat. Merci. Tout de suite, l'émission continue. On va parler des pièges fiscaux à éviter quand on veut se développer à l'international.
Quels sont les pièges fiscaux à éviter quand on veut se développer à l'international? On en parle tout de suite avec mon invité, Chahinez Medebert, associé chez Inextinso Avocat. Chahinez Medebert, bonjour. Bonjour Arnaud. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Quels sont les principaux pièges fiscaux que les entreprises rencontrent fréquemment lors de leur expansion à l'international? Eh bien, comme vous pouvez l'imaginer, ils sont nombreux. Il faut d'abord recontextualiser en rappelant ce qu'on entend par expansion à l'international. On parle d'entreprises qui ont vocation à vendre leurs biens, leurs services, leurs produits finalement à des clients sur des marchés étrangers qui sont dans des États qui sont en dehors de la France et de l'Europe. Et donc, ces expansions vont pouvoir prendre différentes formes. Elles vont pouvoir vendre ces produits directement depuis le territoire français sans aucune présence dans les pays étrangers. Parfois, pour des raisons réglementaires ou commerciales, elles vont devoir s'implanter dans ces États en créant une succursale ou une filiale. Et puis parfois, elles vont y envoyer des salariés ou y embaucher des salariés qui travaillent en télétravail ou y avoir des contractuels, ce qu'on appelle des freelances, qui vont prester pour ces entreprises. Et dans toutes ces situations, et dans d'autres également, on retrouve des sujets fiscaux et qui sont des sujets majeurs. Le premier d'entre eux est bien sûr la TVA, qui est un impôt direct, auquel il faut faire extrêmement attention parce qu'il est scruté par le Trésor public de manière très précise. Il faut faire attention aux éventuelles exonérations que les entreprises françaises peuvent appliquer, vérifier si elles ont bien respecté toutes les conditions, le formalisme, les mentions sur les factures, et que lorsqu'il s'agit de biens, est-ce que les biens ont bien quitté le territoire français? Est-ce que l'entreprise est en mesure de le démontrer? Et puis, il y a aussi des risques en matière d'impôt sur les sociétés, que je vais appeler IS. Ils sont multiples et ils sont extrêmement stratégiques. On va avoir le premier sujet qui est celui des retenues à la source, qui n'est pas toujours connu par nos entreprises. Lorsqu'elles vendent à l'étranger, elles ont des clients qui sont dans des États étrangers et qui vont les payer. Et parfois, en fonction de la nature de la prestation ou des biens vendus, dans cet État étranger, il va y avoir un prélèvement d'impôt à la source, d'un taux qui peut être variable en fonction de la législation locale et des conventions fiscales internationales. Mais le résultat pour l'entreprise française, si elle ne l'a pas anticipé, c'est qu'elle va se retrouver avec un chiffre d'affaires qui va être diminué du montant de ce prélèvement à l'étranger. Il y a un autre sujet, par exemple, lorsque l'entreprise française crée une filiale à l'étranger, c'est le sujet des prix de transfert. C'est un sujet qu'on entend de manière récurrente et qui est un sujet absolument structurant. Pourquoi il faut faire attention aux prix de transfert? Parce que les prix de transfert, c'est une question qui est stratégique de structuration d'un groupe. Lorsqu'un groupe se déploie à l'international, ça veut dire qu'il va avoir plusieurs entreprises, plusieurs sociétés. Il faut regarder ce que chaque société fait dans le groupe, quelles sont les fonctions qui sont occupées par cette société, quels sont les risques qui sont supportés. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir déterminer, via une politique de prix de transfert, une politique de rémunération pour allouer, et c'est tout l'enjeu des prix de transfert, un niveau de rémunération et de bénéfices suffisant dans chaque entité et ne pas se retrouver en risque d'un contrôle fiscal et d'un redressement parce qu'un État considère qu'il n'y a pas eu assez de bénéfices qui a été laissé dans un État. Un autre sujet très important et fondamental en fiscalité internationale pour toutes nos entreprises qui se déploient, c'est le sujet de l'établissement stable. Ça veut dire quoi? Alors, une entreprise qui va se déployer à l'étranger et qui va avoir, par exemple, un projet sur un territoire étranger, va peut-être y envoyer des salariés. Elle aura, comme je le disais tout à l'heure, peut-être des freelances ou des contractuels qui vont travailler pour elle. Et donc, cette présence à l'étranger peut créer une base taxable. Et donc, l'administration fiscale de cet État peut considérer que cette présence sur son territoire contribue à la création de bénéfices pour le groupe et donc vouloir taxer ce bénéfice sur son territoire alors même qu'il n'y a pas de présence juridique hormis la présence de salariés ou de personnes qui travaillent pour le groupe. Alors, on va évoquer un autre point important. Quels sont les risques liés à une mauvaise planification fiscale internationale? Alors, le risque, comme je le disais, j'ai déjà distillé quelques éléments de réponse, c'est de se retrouver dans des situations de double imposition. On va avoir des entreprises françaises qui vont à la fois payer leurs impôts en France sur l'ensemble de leurs revenus, mais également payer des impôts dans les États étrangers, soit parfois de retenue à la source, comme dans l'exemple que je donnais tout à l'heure, ou alors parce qu'elles n'ont pas fait attention à des situations d'établissement stable ou à leur politique de prix de transfert, et donc se faire redresser par le Trésor public, soit français, soit étranger, et payer des impôts 2 fois
sur les mêmes bénéfices. Et on a aussi un phénomène qui est lié à toutes ces situations qu'on appelle le cash trap, c'est-à-dire qu'elles vont se retrouver avec des liquidités, du cash qui va être piégé dans les différents États où elles ont payé de l'impôt et avoir un certain nombre de difficultés à aller récupérer cet impôt par la suite. Ça veut dire qu'on va avoir de l'argent qui est bloqué un peu partout, c'est ça? Exactement. Alors, je voudrais revenir sur le risque de double imposition. Comment se prémunir contre ce risque de double imposition? Alors, la double imposition, vous l'avez compris, elle peut apparaître sur différents griefs. C'est de la fiscalité internationale, donc ce sont des sujets extrêmement techniques. Le conseil principal pour se prémunir contre ces risques, c'est d'être extrêmement bien conseillé. Parce que sur ces sujets-là, il y a énormément de technicité. Il faut aller voir ce que disent les règles locales, le droit de chaque pays concerné. Il faut aller regarder aussi ce qu'on appelle les conventions fiscales internationales. La France a un très bon réseau de conventions fiscales. Et donc, ces conventions ont pour objet de répartir l'imposition entre les différents États. De manière très sommaire, elles vous disent qui a le droit d'imposer, comment, et elles vous disent aussi s'il y a la possibilité dans le pays de résidence, dans notre cas en France, de pouvoir éliminer la double imposition, soit parce qu'on va exonérer le revenu étranger, ou alors parce qu'on va avoir droit à un crédit d'impôt pour pouvoir compenser cette imposition à l'étranger. Alors, on vient de voir une bonne pratique sur la non-imposition, la double imposition, sur se prémunir contre la double imposition. Est-ce qu'il y a d'autres bonnes pratiques à avoir en tête quand on veut se développer à l'international? Bien sûr, c'est d'avoir en tête que ce sont des sujets qui sont stratégiques et structurants. Et donc, il faut anticiper ces sujets-là. Il faut avoir, on parle de fiscalité, mais en réalité, le point d'entrée, il est vraiment stratégique pour les groupes. C'est de regarder de manière, je dirais, coordonnée à la fois les aspects commerciaux, mais également les aspects juridiques et fiscaux. Il faut avoir une vue transversale, c'est ça? Absolument. Et comprendre les enjeux. C'est très important de quantifier les enjeux pour les entreprises. Alors comment justement on peut se saisir de ces questions fiscales? Il faut, vous l'avez dit, être bien conseillé, mais peut-être qu'en interne aussi, on peut préparer aussi sur ces échéances quand qu'on sait qu'on va s'implanter dans telle ou telle région. Absolument. L'implantation à l'international pour nos entreprises françaises, c'est un sujet qui est stratégique. Et donc tout le soin qu'elles mettent dans la prise de décision sur le plan commercial, marketing ou logistique ou d'autres, ils doivent donner le même soin finalement à la structuration juridique et fiscale. Parce que l'impact pour elles, et y compris sur une prise de décision en interne dans les entreprises, c'est de pouvoir avoir les outils nécessaires, l'information nécessaire pour aller négocier avec leurs clients étrangers. C'est de mettre les bonnes clauses dans les contrats. C'est d'avoir aussi de la visibilité pour pouvoir mettre en place une grille tarifaire qui est conforme, et notamment dans un cadre intragroupe, au principe des prix de transfert, notamment comme je l'évoquais. Et ce qu'il faut garder en tête, et c'est très important, c'est que tous les sujets que nous avons évoqués sont à adresser systématiquement et ne sont pas réservés à des multinationales ou à des groupes internationaux d'une taille critique. Ces sujets doivent être systématiquement adressés. En revanche, ce qui va varier en fonction des enjeux et de la taille des sociétés et des groupes concernés va concerner plutôt les outils ou les options de structuration qui vont être mises en place pour rester dans des solutions qui sont en adéquation avec les enjeux des entreprises. On va conclure là-dessus. Merci Chahinez Medebert. Je rappelle que vous êtes associé au sein du cabinet In Extenso Avocat. Merci à vous. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.